Mesdames et messieurs, bienvenue à l'auditorium Michel Laclotte. Parmi les lieux fondateurs évoqués dans le musée imaginaire d'André Malraux, le Louvre occupe une place à la fois centrale et paradoxale. Dans l'édition de 1965, l'auteur évoque en effet le visiteur du Louvre qui arpente les salles du musée. Ces collections, pour riches et variées qu'elles soient, comportent inévitablement des manques, des lacunes. Ces absences interrogent Malraux, qui écrit « À une époque où l'exploration artistique du monde se poursuit, la réunion de tant de chefs-d'œuvre d'où tant de chefs-d'œuvre sont absents convoque dans l'esprit tous les chefs-d'œuvre. Comment ce possible mutilé n'appellerait-il pas tout le possible ?» C'est précisément ce possible, né de l'incomplétude du Louvre, qui s'incarnera dans le musée imaginaire de Malraux. Un musée qui ne s'inscrit plus dans un espace contraint, ne se restreint pas à un nombre limité d'œuvres, mais reflète les perspectives infinies de l'esprit humain. Un musée résolument ouvert, sans barrières ni frontières. L'idée d'un musée mental, des images totales, sonne donc comme un défi aux musées réels, qui inscrivent leurs œuvres dans des lieux physiques, concrets, apparemment immuables. Comment concilier dès lors un lieu partagé, le musée, et la pluralité des imaginaires individuels? De quels imaginaires les musées procèdent-ils d'ailleurs? Et comment expliquer ce que nous continuons à ressentir, ce besoin profond, irréductible, celui d'un musée? Je veux un musée, j'ai besoin d'un musée, j'imagine un musée. Le titre de ce cycle de conférences témoigne de la nécessité fondamentale du musée comme lieu de vie, de l'action, qui offre à chacun la possibilité d'exercer sa pensée et sa réflexion. Ce titre dit aussi l'urgence, le désir impérieux de conserver ces espaces de dialogue, de contradiction, de circulation entre les œuvres et les sensibilités. Pour toutes ces raisons, nous sommes très heureux de vous accueillir ce soir pour la conférence inaugurale de la 17e chaire du Louvre, confiée cette année à une figure essentielle et emblématique du monde des musées. Un historien de l'art brillant, spécialiste de l'art islamique, formé à l'université d'Harvard, un grand directeur d'établissement à la tête du Museum of Modern Art pendant près de 30 ans, un ami des artistes qui a réinventé les rapports entre l'institution et la création contemporaine, un inlassable penseur et théoricien des musées. Mesdames et messieurs, je vous prie d'accueillir comme il se doit M. Glenn Lowry, directeur émérite du Museum of Modern Art. Pendant 5 soirées exceptionnelles, vous allez nous guider, cher Glenn, parmi les figures intellectuelles et artistiques qui ont façonné au fil des décennies votre imaginaire du musée. Votre fil rouge, me semble-t-il, sera la résonance nécessaire de toute institution avec le monde qui l'entoure. Cette exigence, vous l'avez portée tout au long de votre parcours à la tête du MoMA, institution que vous avez profondément transformée et que nous aimons tant. C'est un honneur pour le Louvre de pouvoir découvrir, le temps de ces conférences, votre regard aigu sur les musées et sur leurs métamorphoses à venir. Qu'entendons-nous aujourd'hui par musée? Que signifie être moderne pour une institution comme le Louvre, née dans le sillage de la Révolution, ou pour le Museum of Modern Art, né à l'aube des années 1930? Comment bouleverser les canons établis, accueillir les voix discordantes et faire émerger une institution nouvelle? Cette chaire sera à votre image, cher Glenn. Elle accueille la pluralité des visions, parfois antagonistes, du musée. Elle embrasse le point de vue des artistes, comme Kader Attia et Thomas Stout, invités de votre chaire, ou encore Walid Rad, qui a conçu les visuels de cette édition, autant que celui des penseurs et des conservateurs. Elle place en son centre les imaginaires multiples des visiteurs, qui, tout au long de votre carrière, ont constitué votre horizon. Aujourd'hui, le MoMA accueille près de 3 millions de visiteurs par an et plus de 35 millions de visiteurs en ligne. Votre conception ouverte du musée résonne particulièrement aujourd'hui, alors que le Louvre, objet sans cesse réinventé, faut-il le souligner, s'apprête à ouvrir un nouveau chapitre de sa longue histoire. Je veux remercier très sincèrement M. Henri Schiller, grand mécène du musée du Louvre et fondateur de la chaire du Louvre. C'est grâce à son enthousiasme, sa générosité et sa fidélité envers notre musée que nous pouvons continuer à organiser année après année ce très beau cycle de conférences. Ces chaires du Louvre constituent de formidables laboratoires de réflexion. La Galerie des 5 continents, qui ouvrira début décembre, en est la preuve.
Cette nouvelle galerie doit beaucoup à la pensée du philosophe Souleymane Bachir Diagne, invité de la chaire du Louvre 2024. Cette chaire 2025, peut-être plus que tout autre, s'inscrit dans les échanges qui unissent nos institutions et le monde d'aujourd'hui. Chère Glenn, je suis très heureuse que vous puissiez montrer au fil de vos réflexions que le temps Louvre, souvent réputé incommensurable, est aussi le temps présent. Une institution ne vit que si elle accepte le doute et l'incertitude et s'ouvre aux interrogations du monde, même si elle se heurte parfois à sa violence. J'ose croire que la lucidité de votre regard sur les transformations passées et à venir des musées nous aidera à mieux concevoir le dialogue entre le Louvre et le contemporain. Avant de vous céder la parole, je veux saluer le travail de la direction de l'auditorium et des spectacles, et en particulier Luc Bougnol-Lafont, Sophie Bauer et Yukiko Kamijima, qui ont œuvré à l'organisation de ces conférences. Un très grand merci également à l'ensemble des équipes du Louvre qui vous ont accompagnés durant la préparation de cette chaire, Donatien Gros, Marguerite Leroy, Françoise Mardrus, Stéphanie Usunoa-Bogaati, Aline François-Collin et les directeurs des départements du Louvre qui ont participé avec enthousiasme à la préparation et à la tenue de ces conférences, en particulier Souraya Noudjaïm et Sébastien Allard. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne conférence et une très belle chaire du Louvre, et je vous remercie de votre présence nombreuse ce soir. Merci infiniment. Bonsoir et merci, chère Laurence, pour cette très chaleureuse présentation et pour l'honneur qui m'est fait d'être titulaire de la chaire du Louvre cette année. J'espère que vous savez à quel point j'admire et respecte votre équipe remarquable et combien je vous suis reconnaissant pour votre générosité et votre soutien. Je veux un musée, j'ai besoin d'un musée, j'imagine un musée. Les 3 conférences et les 2 conversations qui vont suivre n'auraient pas pu voir le jour sans les efforts considérables de nombreuses personnes. Au Louvre, je tiens à remercier Donatien Gros pour son soutien et ses conseils tout au long de mes recherches et aussi à Marguerite Leroy. Je suis particulièrement reconnaissant des conversations que j'ai eues avec de nombreux conservateurs exceptionnels du Louvre, notamment Sébastien Allard, Ariane Thomas, Maximilien Durand, Olivier Gabet et Souraya Noudjaïm. Ils m'ont beaucoup inspiré. Je suis également reconnaissant des conseils et des orientations de leurs collègues, Aline François, Françoise Madrus, Barthélemy Glama et Luc Bougnol-Lafont, ainsi que du soutien de Nicolas Marbeau et l'incroyable Yukiko Kamijima. Et à Henri Scheller, je tiens à exprimer ma profonde gratitude pour sa générosité qui a rendu ce cycle de conférences possible. Et je suis honoré qu'Alain Malraux et quelques membres de sa famille sont parmi nous ce soir. À New York, je dois remercier Marie-Josée Kravis, présidente du conseil d'administration du MoMA, qui a soutenu mon travail sur ces conférences depuis le début, et à Heidi Herschel-Orly, mon assistante de recherche et proche collaboratrice. Je tiens également à remercier Sarah Suzuki et les conservateurs en chef du MoMA qui m'ont tous influencé au fil des ans. Plusieurs collègues m'ont aidé à réfléchir à un certain nombre de questions difficiles et je suis particulièrement reconnaissant à Homi Bhabha, Cathy Hobreich et Edouard de Rome qui m'ont apporté des critiques précieuses tout au long de ce projet. Les présentations PowerPoint, comme Laurence Descartes a dit, de ces conférences ont été élaborées en collaboration avec l'artiste Walid Rad. Il a su donner une forme sensible à mes idées. Pour cela, je lui suis profondément reconnaissant. Lorsque Laurence m'a invité à présenter ces conférences, il y a plusieurs années, je ne me rendais pas compte que je succéderais à des penseurs aussi éminents que Pierre Singarevelou, Barbara Cassin ou Souleymane Bachir Diagne. Si je l'avais su, j'aurais été trop gêné pour accepter. Je ne savais pas non plus que ce serait ma dernière année en tant que directeur du Museum of Modern Art et que je passerais autant de temps
à réfléchir aux changements qui ont lieu dans le monde d'art depuis que j'ai rejoint ce musée, il y a plus de 30 ans. Vous pourriez vous demander ce qu'un historien de l'art, spécialiste des arts de l'islam, devenu directeur d'un musée d'art moderne, pourrait apporter à la compréhension du Louvre. J'espère que ce qui suit y répondra en partie à ces interrogations. J'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de revenir sur une remarque que Sébastien Allard m'avait faite lors de notre première rencontre, il y a plusieurs années, à propos de la façon dont les musées travaillent avec des temporalités différentes. Je pense que M. Allard voulait dire que des musées comme le Louvre ou le Metropolitan Museum of Art de New York observent l'histoire de l'art à travers un télescope qui permet de voir le passé lointain, tandis que les institutions comme le Centre Pompidou et le Museum of Modern Art la regardent au travers d'un microscope, outil dont la lentille permet d'agrandir le présent immédiat. Nous avons tous des champs de vision profondément différents qui nous conduisent à des approches fondamentalement différentes de nos collections et de nos projets futurs. Mais comme Singaravallu l'a clairement montré dans ses brillantes conférences sur le fantôme de Louvre, les musées disparus du XIXe siècle, même un musée aussi ancien que le Louvre aurait pu être et pourrait encore être un musée très différent. Je veux un musée, j'ai besoin d'un musée, j'imagine un musée. Le titre de ces conférences s'inspire en partie du manifeste, un projet récent de l'artiste Andrea Geyer, qui fait un revendique libératoire du musée et en partie du musée imaginaire d'André Malraux, qui considère le musée plutôt comme une idée que comme une réalité. Et c'est la tension entre ces deux moyens de penser le musée qui est à la base de ces conférences. Les conférences offrent plusieurs perspectives pour penser les musées. Du point de vue de ceux qui les conçoivent, des artistes dont ils abritent les œuvres et des publics qui les font vivre. À travers ce cycle, nous poserons une question essentielle. Pourquoi faut-il voir les musées avant tout comme des actes de l'imagination? Pour y reprendre, nous reviendrons sur l'invention des musées d'art moderne dans laquelle le Louvre a tenu un rôle décisif. Nous imaginerons des musées idéaux, nous observons comment ils sont devenus aujourd'hui des champs de bataille où s'affrontent différentes idées, différents enjeux. Nous réfléchirons enfin à la manière dont les artistes pensent les musées et inscrivent leur présence. Ce que ces conférences cherchent à montrer, c'est que la conception du musée des Beaux-Arts, telle qu'elle a été héritière des Lumières, et dont le Louvre est le modèle, doit être repensée à l'aune d'une plus grande porosité entre les différents récits, les vérités dont ils sont porteurs et les perspectives culturelles variées qu'ils abritent et accueillent. Ma proposition sera la suivante. Les musées sont à envisager comme un ensemble de relations possibles. Cela veut dire que les musées doivent d'abord être définis en termes conceptuels. Ils sont des lieux imaginaires qui négocient entre des idées abstraites, la réalité concrète des œuvres d'art et des espaces dans lesquels elles se trouvent, et la manière dont les visiteurs s'approprient des philosophies que les musées reflètent. Au-delà de leur monumentalité, au-delà de leur collection, les musées sont des constellations de possibles imaginés, de ce que j'appelle des imaginaires. J'entends par ce terme imaginaire les nombreuses façons dont le lieu et le cadre du musée, son architecture et ses collections, ses équipes et ses publics, son histoire, ses accrochages et ses futurs possibles permettent de donner un sens et une lecture différente du monde, offrent
une compréhension plurielle de ces institutions. Dans ce contexte, l'imaginaire est nécessairement relationnel. Il se déploie dans toutes les intersections, toutes les interventions possibles qui valorisent un objet ou un ensemble d'objets par une sorte d'alchimie de regard et de l'écoute, de l'écho et de la résonance, de l'institution et de l'individu. Dans un essai paru en 1923, Le problème des musées, Paul Valéry écrit « Je n'aime pas trop les musées. Il y en a beaucoup d'admirables, il n'en est point de délicieux. Les idées de classement, de conservation et d'utilité publique qui sont justes et claires ont peu de rapport avec les délices. Pour Valéry, les barrières que les musées dressent entre le visiteur et les œuvres privent ce dernier d'une appréciation immédiate des œuvres. Il s'inquiète du fait que nous ne savons pas pourquoi nous y allons. Il s'inquiète de ce que les musées, en acquérant des œuvres, accumulent un capital artistique excessif et inutilisable. Il formule ici des greffes légitimes qui résonnent particulièrement aujourd'hui, alors que de nombreux musées doivent s'occuper de vastes collections sous-utilisées et enfermées dans des réserves qui sont confrontés à l'afflux de touristes qui rendent difficile la visite de leurs salles et qu'ils doivent s'adapter à un monde nouveau, médié par les écrans et l'intelligence artificielle. Si Valéry pose la question suivante, pourquoi allons-nous au musée? Est-ce par plaisir, par conformisme ou par obligation? La réponse, du moins pour moi, est claire. Nous allons dans les musées parce qu'ils sont l'un des principaux lieux où entrer en contact avec les artistes et leur imagination, où forger des souvenirs individuels et des mémoires collectives, où les œuvres d'art que nous admirons s'impriment dans nos consciences. Charles Baudelaire, le grand penseur des musées du XIXe siècle, les a vus comme les lieux des artistes et ces salons témoignent de cette attention particulière au musée comme espace de création. Cependant, dans le contexte du Paris haussmannien, cette ville moderne encore naissante, il savait aussi que les musées étaient étroitement liés à la vie publique et à l'expérience même de la modernité. Un lieu privilégié par la bourgeoisie et pour les visiteurs eux-mêmes, un lieu de monstration. Il considérait enfin que les musées étaient des lieux de l'intime, des espaces privés. Pour lui, les musées étaient tout cela à la fois. Mes premières expériences, celles dont je garde encore la mémoire, sont liées au musée. Quand j'avais 6 ans, mes parents ont quitté New York pour s'installer dans une petite ville rurale à Massachusetts. Un jour, ils nous ont amenés, ma sœur et moi, au musée local, où je me suis retrouvé assis par terre, fasciné par le tableau de William Bouguereau, Nymphes et satyres. La taille imposante du tableau, la nudité des nymphes jouant, l'apparence étrange du satyre m'ont transporté dans un autre monde. Je ne savais alors rien des satyres, ni des nymphes, mais mon esprit enfantin a inventé des histoires folles à leur sujet. Ce tableau ouvrait une fenêtre sur un monde que je n'avais jamais imaginé auparavant. J'ai compris à ce moment-là ce que signifient s'émerveiller. Et même si j'ai réalisé plus tard que ce que j'avais initialement trouvé attrayant, toute cette chair et cette volupté, était en fait mièvre et superficielle, j'ai appris que les musées pouvaient être une source d'émerveillement pour des personnes de tout âge et de tout revenu et de toute connaissance. Je me souviens avoir ressenti le même émerveillement et même une crainte 1 an plus tard, lorsque mes parents m'ont amené au Louvre pour la première fois.
Comme des millions de personnes avant et après moi, nous sommes allés voir la victoire de Samothrace, perché sur son escalier, et la Joconde. Nous étions à la fois des touristes et des pèlerins. Il existe certaines œuvres d'art qui, peu importe le nombre de reproductions que l'on en voit, peu importe à quel point on pense les connaître, nous submergent par leur présence, ce que le critique allemand Walter Benjamin appelait leur aura. Et c'est ce que j'ai ressenti en regardant ces œuvres extraordinaires. Plus de 10 ans plus tard, lorsque je suis entré à l'université et que j'ai commencé à me demander ce que je voulais faire de ma vie, mes parents m'imaginaient médecin ou peut-être avocat, des professions qui auraient été désastreuses pour moi et sûrement pour mes patients et mes clients. J'ai réalisé que ce que me passionnait chaque jour, c'était de regarder des œuvres d'art. Ma rencontre fortuite avec des peintures persanes et indiennes du XVIe siècle et un professeur charismatique m'ont fait comprendre que je voulais consacrer ma vie à l'étude de l'art indien et islamique. Je ne peux pas expliquer complètement pourquoi j'ai été autant attiré par ce sujet, mais je sais qu'un aspect de cet intérêt était la prise de conscience que malgré l'immensité des populations et des pratiques concernées, je ne savais rien d'eux. C'est de ce sentiment qu'est née ma volonté de savoir. Il y a près de 50 ans, lorsque j'ai vu pour la première fois la pyxide en ivoire d'Almughira, datant du Xe siècle ici, au Louvre, j'ai soudainement compris la puissance contenue dans un petit objet sculpté avec soin, un cadeau précieux pour un prince condamné à mourir 8 ans plus tard dans une lutte de pouvoir avec son neveu. J'ai découvert dans les cours moghouls du nord de l'Inde un monde où, pendant une brève période, les artistes et les idées hindoues, musulmanes et chrétiens ont circulé relativement librement, donnant naissance à certaines des œuvres d'art les plus remarquables jamais réalisées. De la tombe de Humayun, le deuxième empereur de la dynastie, au Taj Mahal, construit par son arrière-petit-fils en passant par cet élégant poignard à tête de cheval finement ciselé et incrusté de pierres précieuses, ou encore cette page d'album représentant l'empereur Jahangir, petit-fils de Humayun, tenant un portrait de son père Akbar, une profonde méditation sur la parenté et le pouvoir, tous deux conservés aujourd'hui ici au Louvre. Lorsqu'on étudie une culture autre que la sienne, on apprend rapidement que toutes les cultures sont profondément intéressantes et que toute histoire de l'art doit tenir compte des enchevêtrements complexes contenus dans l'immense variété des pratiques artistiques. Dans mon cas, cela s'est traduit par un esprit critique à l'égard des interprétations traditionnelles de l'art moderne, qui le percevait comme un phénomène spécifiquement européen et nord-américain de la fin du XIXe au début du XXe siècle, et dont le moment s'est fait le représentant au siècle dernier. Cela n'enlève rien aux réalisations des artistes célèbres qui sont Paul Cézanne ou Pablo Picasso, Paula Morrison-Decker ou Jackson Pollock. Mais cela signifie qu'il existe d'autres histoires tout aussi importantes à raconter qui mettent en scène des artistes moins connus en Europe et l'Amérique du Nord, tels que Gego et Lydia Clark, présentement exposés à la Bourse du Commerce, ou Atsuko Tanaka et Akbar Padamse, pour n'en citer que quelques-uns. Travailler dans un musée aujourd'hui, c'est saisir l'importance de développer des histoires plus complexes et nuancées qui reconnaissent les contributions d'artistes venus de multiples
horizon et de reprendre à l'urgence, de remettre en lumière des créateurs sous-représentés ou ignorés en raison de leur sexe ou de leur origine. Je n'ai pas parcouru ce chemin seul. Je dois beaucoup au travail considérable d'André Malraux, qui sera à l'honneur ce soir, ainsi qu'au poète et philosophe caribéen Édouard Glissant, dont les écrits sur la créolisation et les archipels m'ont permis de comprendre la manière dont la culture se meut, et aux théoriciens de la culture Homi Bhabha. Sa lecture attentive des œuvres d'art ainsi que ses recherches sur le cosmopolitisme, l'hybridité et le postcolonialisme ont largement influencé ma pensée. Ce que j'ai appris de ces penseurs et de mes décennies passées à diriger des musées, c'est que la culture est un phénomène complexe, stratifié, fluide et malléable, qui ne doit souffrir d'aucune simplification. C'est souvent dans les espaces oubliés ou interstitiels de l'expérience que se produisent les événements les plus profonds et les plus émouvants. Je suis venu au MoMA pour rendre son histoire plus complexe, pour transformer le canon que le musée défendait depuis les années 1960 et élargir son engagement à des artistes issus d'une plus grande diversité et de pratiques et de géographie. À l'époque, je pensais que cela prendrait 10 à 15 ans. J'étais naïf. Cela a pris beaucoup plus de temps, mais j'y reviendrai lors de la deuxième conférence. L'une des leçons les plus importantes que j'ai apprises pendant cette période est qu'il est essentiel d'accepter ce que nous ne comprenons pas et d'aborder avec mesure ce qui sont importants sur le moment. Pour prendre un exemple simple et bien connu, lorsque Monet et les impressionnistes ont commencé à exposer leurs œuvres, ou une génération plus tard Matisse et Derain, ils ont été vilipendés par la critique et le grand public, qui ne les comprenait pas. Aujourd'hui, ils sont reconnus comme des pionniers de l'art moderne, une catégorie qui n'existait peut-être pas à l'époque. La manière dont nous abordons l'altérité et la différence est l'un des grands défis de notre époque. Alors que nous cherchons à créer une approche plus nuancée et plus globale de l'art et de la culture, qui reconnaît que l'altérité applique à nous tous. Glissant et Bhabha fournissent des cadres théoriques à cette réflexion, tandis que des conservateurs comme Catherine David et Okwui Enwezor, entre autres, ont montré comment traduire dans la pratique un nombre de ces idées autrefois jugées radicales. Pour en revenir à Valéry, là où il trouve dans le silence un étrange désordre organisé et où il ne sait pas s'il se trouve dans un temple, un salon, un cimetière ou une école, je suis attiré par ce désordre organisé. En effet, je le considère comme faisant partie intégrante du musée, tout comme je conçois les musées comme des lieux de recueillement, de conversation, d'apprentissage et bien plus encore. Ce qui rend les musées fascinants, c'est la façon dont ils stimulent l'imagination et peuvent changer notre façon de voir et de penser, sans que nous n'ayons jamais à quitter leurs murs. C'est ce que Proust suggère lorsqu'il écrit « Le seul véritable voyage, le seul bain de jouvence, ce ne serait pas d'aller vers de nouveaux paysages, mais d'avoir d'autres yeux, voir et penser différemment, laisser nos yeux nous amener dans un voyage de l'esprit. » C'est ça qui m'arrive lorsque je regarde des œuvres d'art. Je les vois et je réfléchis à leur sujet. Je les ressens et je suis leur écho. Je m'absorbe dans ce désordre organisé et dans les nombreux imaginaires qui en découlent. Les musées nous permettent de nous laisser aller à ce voyage de l'esprit,
un concept qu'André Malraux a rendu manifeste avec son musée imaginaire. Malraux est mort il y a près de 50 ans. C'était un écrivain, éditeur et aventurier célèbre. Et de 1959 à 1968, il a été le Premier ministre de la Culture de la France. Il a utilisé l'expression « musée imaginaire » pour le titre de son premier livre sur l'art, publié en 1947, et plus particulièrement pour le Musée imaginaire de la sculpture mondiale, une trilogie publiée 7 ans plus tard. Pour Malraux, le musée imaginaire était à la fois une méthodologie pour écrire sur l'art et un exercice conceptuel visant à créer un musée à la définition flexible qui puisse exister en pensée, comme l'a noté Georges Didi Huberman, qui est d'autre un critique de Malraux. Le musée imaginaire marque la naissance d'un nouveau type d'album, un album de la famille élargie de l'art. C'est une famille gigantesque, marquée par d'innombrables différences qui convergent mais ne se confondent pas. Pour Didier Huberman, le musée existe en tant que déclaration. Il est concret et factuel, tandis que le musée imaginaire vit en tant que question. Le musée imaginaire de Malraux pourrait être comparé à un film d'auteur de cinéma. Malraux n'avait pas à composer une collection, un espace ou des ressources financières limitées qui représentent les contraintes habituelles d'un musée. Son musée était tout entier contenu dans les pages de ses publications et il était le fruit de sa propre création. Malraux y exprime tout son pouvoir à travers les objets et les œuvres qu'il choisit d'inclure, la manière dont ces derniers sont photographiés, les juxtapositions et les comparaisons qu'il établit. Dans ses publications, Malraux élargit sans cesse le champ de ses intérêts et affine ses outils d'observation. L'histoire de Malraux est racontée par des doubles pages magnifiquement éclairées, à la composition profondément théâtrale, avec des couples d'images principalement en noir et blanc et un minimum d'informations textuelles. Le musée imaginaire est un exercice avant tout visuel. L'approche de Malraux est générale et généreuse, plus soucieuse de la valeur esthétique que de la signification culturelle des objets qu'il compile. Il ne soucie pas des associations traditionnelles de l'histoire de l'art, même s'il ne les ignore pas complètement. Il s'intéresse plutôt à la manière dont les objets individuels peuvent dialoguer à travers le temps et l'espace grâce à leur similitude de forme et de composition et d'esprit. Lorsqu'il publie le musée imaginaire, Malraux, qui est largement critiqué par les spécialistes de son camp. Certains jaloux de sa renommée, d'autres considérant avec mépris son approche stylistique et interculturelle. Il ne nous appartient pas ici d'explorer le mythe de Malraux, ni d'approfondir la manière dont la photographie et la reproduction sont utilisées par le musée imaginaire, car de nombreux spécialistes se sont déjà penchés sur cette question. Il convient toutefois de noter que l'approche de Malraux peut être critiquée à plusieurs égards. Ces photographies, largement dramatisées, déforment souvent les tailles et les échelles afin de renforcer leur impact visuel. Le recadrage exagéré des photographies peut sembler presque violent. Son élision des formes issues de différentes cultures peut, comme par inadvertance, vider les objets de leur sens et les libertés historiques qu'ils s'accordent peut s'avérer fâcheuse. En même temps, il nous rend passionnante la confrontation avec l'œuvre d'art en soulignant le primat de l'esprit humain dans la création et nous permettent de penser l'art au-delà des frontières de nos cultures respectives.
Et là où Benjamin voyait dans un ouvrage célèbre la photographie et la reproductibilité technique comme étant à l'origine d'une diminution de l'aura de l'œuvre d'art, caractérisée par son unicité, Malraux pensait exactement le contraire. Son musée imaginaire utilise la photographie pour créer l'aura, même dont Benjamin craignait la perte. Je suis redevable à Walter Graskamp et à son livre fascinant sur Malraux, d'avoir abordé bon nombre des questions et de les avoir formalisé les idées qui suivent. Ce qui est important, je pense, c'est de reconnaître que Malraux, contrairement à beaucoup de ses pairs et de ses critiques, comprenait l'histoire de l'art comme un phénomène mondial. Il s'intéressait autant à l'art chinois et à l'art africain ancien, et tant que tel qu'à la sculpture médiévale européenne, et que son musée imaginaire était une tentative de faire dialoguer différentes œuvres d'art. La Galerie des 5 Saisons, récemment inaugurée ici au Louvre, avec ses magnifiques objets provenant du monde entier et placés en dialogue les uns avec les autres, est, à mon sens, une réponse contemporaine à cette idée de Malraux, du musée imaginaire. Il me semble que cette installation des Galeries de 5 Saisons ne pouvait pas exister même sans le musée imaginaire. Parce que c'est Malraux qui nous a donné permission d'envisionner un musée global et entier. Ce que Malraux est parvenu à faire, c'est de rendre l'art attrayant pour de nouveaux publics, traumatisés par la Deuxième Guerre mondiale, et de les inviter à voir le monde au travers des objets, de les pousser à développer une histoire de l'art hors des murs des musées et de leurs contraintes physiques et conceptuelles. Le voici présentant le musée imaginaire dans une célèbre photographie de Maurice Jarnoux datant de 1954. Cette photographie fait partie d'une série prise par Jarnoux pour un article sur Malraux paru dans le Paris Match de 19 juin. La publication coïncidait avec la sortie du dernier livre de Malraux sur le musée imaginaire et visait à le mythifier à travers les textes et les images en louant ses réussites et ses entreprises victorieuses. Jarnoux a pris au moins 30 photographies de Malraux, chacune mettant en valeur un aspect légèrement différent de sa personnalité à travers la pose, la composition et le cadrage. En voici quelques exemples. On devine le désir de Malraux d'élaborer non seulement son musée, mais aussi sa propre image. C'est un aventurier et un auteur qui crée son désordre organisé. Sur la photographie qui a été choisie pour le magazine, il est vêtu d'un costume croisé, taillé sur mesure, appuyé contre un piano, une cigarette pendant à ses lèvres. Il me semble qu'il fumait sans arrêt. J'ai regardé au moins une centaine de photographies de Malraux et il a toujours une cigarette dans les mains. Ses lunettes à la main aussi, et disposées sur le sol devant lui 87 doubles pages de livres du bas-relief aux grottes sacrées, le 2e volume de son musée imaginaire de la sculpture. Quelques-unes sont éparpillées à ses pieds, comme pour lui faire de la place. 2 ou 3 sont posées sur le piano, les autres sont soigneusement disposées et tournées vers nous. C'est à nous de regarder le musée imaginaire, ce n'est pas lui qui le regarde. Derrière lui, sur le radiateur, se trouve ce qui semble être une tête cambodgienne, faisant peut-être allusion à une aventure de jeunesse où il a volé des antiquités, ce qui lui a valu un bref séjour en prison et qui rend plus complexe notre compréhension de Malraux en tant que figure emblématique de la culture. Mais si
ces pillages le placent dans le contexte plus large du commerce illicite d'antiquité. Son séjour en Indochine a profondément influencé sa perception du colonialisme et de la manière dont celui-ci impose l'effacement et le silence. Je trouve cette photographie de Malraux encore plus captivante. Elles sont moins théâtrales. L'appareil photo est plus proche de lui. Au lieu de tenir ses lunettes, ce qui semble artificiel, il observe une épreuve de son ouvrage. Son genou gauche est plié vers l'intérieur au lieu d'être tourné vers l'extérieur, et la tête cambodgienne est entièrement visible à l'arrière-plan, au lieu d'être partiellement masquée. Ici, nous sentons que Malraux est au travail. Il réfléchit encore à la mise en page finale du livre, dont nous voyons qu'une partie. La lumière du jour qui éclaire les bords de certaines photographies au centre de l'image attire notre attention et met en évidence le drame qui se joue sur le sol, au pied de Malraux. L'angle plus prononcé de la caméra, l'inclinaison de son corps et la façon dont il tient ses lunettes nous font comprendre que le musée imaginaire est un travail en cours, qu'il s'agit d'un acte de volonté qui exige une attention et concentration obstinée, que ses décisions finales n'ont pas encore été prises. Malraux, qui était bien sûr d'une érudition exceptionnelle, a rassemblé, il paraît, une vaste collection de 40 000 images à partir desquelles il pourrait créer son musée imaginaire. La plupart d'entre nous n'auront jamais accès à de telles archives, mais nous n'en avons pas besoin. Malraux nous donne la liberté de créer notre propre musée en nous invitant à nous souvenir des œuvres qui nous touchent et en nous encourageant à le faire en dépassant les frontières culturelles et temporelles. Ce faisant, il nous rappelle que même les musées qui existent dans le temps et l'espace réel sont, par définition, autant des actes de l'imagination que des objets concrets. Comme l'a observé le chercheur et critique Henri Zerner, le musée imaginaire est une idée force. Je souhaiterais insister sur ce que ces photographies nous disent du musée, de l'idée du musée. La grande intuition de Malraux était qu'aucun musée, même aussi grand que le Louvre, ne pouvait être véritablement universel ou complet. Il comprenait que la quête d'une institution encyclopédique ou universelle ne pouvait se réaliser qu'à travers un acte d'imagination, où des œuvres d'art disparates provenant du monde entier pouvaient être réunies dans un imaginaire, et il reconnaissait que cet imaginaire était très personnel. Selon ses propres mots, j'ai essayé de rassembler les sculptures qui me touchaient directement. Il poursuit, je tentais de constituer un musée imaginaire, donc de trier plus que d'élire. Sans doute, le choix de chacun, il était différent du mien. Le musée imaginaire, tel que Malraux l'a conçu, anticipe le monde numérique, même s'il ne pouvait pas imaginer à l'époque qu'Internet transformerait notre accès aux images et que les réseaux sociaux nous permettent de créer nos propres collections d'images et de les diffuser largement afin que d'autres puissent les découvrir. Mais Malraux comprenait notre besoin de rassembler puis de partager les images qui nous tiennent à cœur. Dans son cas, des œuvres d'art. Et si l'Internet et l'IA facilitent aujourd'hui cette tâche, elle était autrefois longue et fastidieuse. Malraux n'a pas inventé l'idée d'utiliser des reproductions photographiques pour créer le musée qui est au cœur du musée imaginaire. Il n'a pas non plus inventé l'idée du musée imaginaire.
il existait plusieurs précédents importants qui cherchaient à rassembler une vaste quantité d'informations provenant de nombreuses sources différentes. Le plus important d'entre eux, comme l'a fait remarquer Walter Graskamp dans son livre, était l'encyclopédie photographique de l'art d'André Vigneault. Malraux a été profondément influencé par cet ouvrage, allant jusqu'à reproduire à plusieurs reprises des doubles pages identiques. Comme Vigneault, il a utilisé des photographies magnifiquement mises en scène pour mettre en valeur les qualités formelles des œuvres d'art et a juxtaposé des couples d'objets pour créer un effet visuel attrayant. Mais leur objectif était différent. Alors que Vigneault n'utilise que des œuvres du Louvre pour ses 4 premiers volumes, puis celles du musée de l'art égyptien du Caire pour le dernier, Malraux puise quant à lui dans de nombreuses sources issues de cultures très diverses. Malraux connaissait sans doute aussi le travail de l'historien de l'art allemand Aby Warburg, qui utilisait des ensembles de reproductions photographiques pour articuler des cadres historiques et artistiques. Warburg plaçait ces images sur des fonds de feutre sombre pour former ce qu'il appelait un builder ou un atlas d'images. Commencé en 1925, ce travail est resté inachevé à la mort de Warburg en 1929. Mais il y a une différence importante. Alors que Malraux s'intéressait à la créativité humaine à travers des cultures et les époques, Warburg se concentrait sur l'influence de l'Antiquité sur la Renaissance et à son impact sur la mémoire culturelle européenne. Plus important encore, Malraux ne conçoit pas son projet comme encyclopédie exhaustive, qui traduirait l'effort hérité des Lumières de décrire et d'organiser le phénomène du monde, mais comme un exercice de l'esprit, reconnaissant qu'aucun musée ni catalogue ne pourrait jamais être complet. Son musée imaginaire était une entreprise créative. L'approche de Malraux résonne dans la manière dont les artistes contemporains conçoivent le musée, qu'il s'agisse du musée d'art moderne de Marcel Broters, un musée fictif créé par l'artiste à la fin des années 1960, de l'atlas monumental d'images que Gerhard Richter a collectionné tout au long de sa carrière, de la vidéo poignante de Dennis Adams, Malraux's Shoes, à la fois hommage et long monologue, ou encore de la relecture féministe de Goshka Makuga, de la célèbre photographie de Malraux par Jarnoux, qui entend déstabiliser la perception de l'autorité telle qu'incarnée par Malraux. Dans un essai sur le musée imaginaire du postmodernisme, la chercheuse américaine Rosalind Krauss a reconnu le concept du musée imaginaire élaboré chez Malraux constituant une autre façon pour l'écriture du modernisme de transcender les notions esthétiques sur lesquelles l'art moderne a été construit et que les fictions qui transcrivent les nombreuses histoires que l'esprit collectif de la créativité humaine met en récit. Et c'est important de savoir que Malraux a inspiré non seulement une génération de chercheurs, mais plusieurs générations de chercheurs. Et il me semble que c'est un moment maintenant, au moment de son 50e anniversaire de son mort, de repenser toutes ces idées de Malraux, de reconnaître qu'il a mis en marche des idées profondes. Et c'est l'idée que nous pouvons créer nos propres fictions qui est au centre de l'invitation de Malraux à imaginer nos propres musées. Mais elle est également au cœur de la manière dont les musées, en tant qu'institutions, créent et imaginent leur propre histoire.
Les musées sont le produit d'exercices collectifs qui impliquent des directeurs, des conservateurs, des éducateurs, des administrateurs, des amis et bien sûr le public, et constituent en cela non seulement des espaces qui génèrent la connaissance, mais aussi des lieux fondamentaux à la vie civique. Plus qu'une simple collection d'objets, ils sont ce que l'artiste Doug Aiken appelle une turbine d'idées, c'est-à-dire un moteur. Et ce qui les anime, c'est l'énergie de cette turbine qui se dégage de leur exposition, de leur programmation, de leur publication et des nombreuses façons dont nous les voyons et les expérimentons. Ce qui les rend uniques, c'est la manière dont ils exploitent la tension entre leur réalité physique et leur potentiel conceptuel. Je vais tenter d'illustrer cela à l'aide de plusieurs exemples, afin de donner à voir une sorte de kaléidoscope de ces possibilités. Ce que j'ai choisi pourrait être multiplié à l'infini avec d'autres exemples tout aussi convaincants. Les musées peuvent être des lieux accueillants, comme celui créé à Philadelphie par l'artiste américain du XVIIIe siècle, Charles Willson Peale, un de mes musées préférés, qui nous invite d'un geste théâtral à explorer les merveilles qu'il a collectionnées. Ils peuvent aussi être des enveloppes visuellement époustouflantes, comme le Guggenheim Bilbao, conçu par Frank Gehry. Ou encore des maisons abritant des collections privées, comme le musée Jacquemart-André, construit par Édouard André et sa femme Nelly Jacquemart à la fin du XIXe siècle. Ou des espaces sociaux où l'on se rend pour être avec d'autres et s'immerger dans l'art, comme on peut le voir dans le tableau de Johann Zoffny, datant de la fin du XVIIIe siècle, la Tribuna della Uffizi. Ils peuvent être des hypothèses, comme les diagrammes d'Alfred Barr représentant The Museum of Modern Art, sous la forme d'une torpille se déplaçant dans le temps, de la fin du XIXe siècle à nos jours. Et nous explorons ce que cela signifie plus à la prochaine conférence. Ou des ruines, comme la représentation imaginaire du Louvre par Hubert Robert, fait en 1796, ou des lieux d'apprentissage où petits et grands viennent découvrir, réfléchir et échanger, seuls ou en groupe, ou des lieux de narration, comme le musée de l'Innocence à Istanbul, créé par le grand romancier turc Orhan Pamuk, qui donne vie à une histoire d'amour et d'obsession à travers des œuvres d'art et d'autres objets. Ou des zones de contact, comme le Louvre Abu Dhabi, où le passé et le présent, le proche et le lointain, le connu et l'inconnu peuvent se rencontrer sous un même toit. Ou des laboratoires où de nouvelles idées et pratiques artistiques peuvent être testées, comme la Galerie du Temps au Louvre-Lens. Ou des fictions, comme la galerie miniaturisée de l'Atlas Group de l'artiste libanais Walid Rad, un projet qu'il a entrepris pour tenter de comprendre les guerres civiles libanaises. Ou des lieux d'identité nationale, comme la célèbre Grande Galerie du Louvre, qui reflète la puissance et la culture d'un État. Ou encore des lieux de guérison, comme The Weather Project, de l'Effort Ilisson, à la Turbine Hall de la Tate Modern, qui permet de vivre une expérience transcendantale de repos au milieu du bruit de la ville. Ou des espaces virtuels qui diffusent des idées et des informations sur l'art au travers de sites Internet et les réseaux sociaux. Ou une machine d'expérience, comme la nouvelle Fondation Cartier, avec ses étages mobiles et ses espaces qui se chevauchent
et s'entrecroisent. Ou des encyclopédies qui s'efforcent de représenter la totalité de la création humaine, comme le British Museum, dans un seul lieu en utilisant le langage architectural de la Grèce antique pour faire du musée un espace démocratique et peut-être même aussi sacré. Ou enfin, comme un ensemble infini de possibilités, comme Unsupervised de Refik Anadol, une réinterprétation algorithmique de la collection du Museum of Modern Art. Plusieurs observations découlent de ces exemples. La première est que les musées et leur imaginaire sont toujours le fruit de l'interaction entre l'art qu'ils défendent, leur architecture, leur public, ainsi que les idées de leurs directeurs, conservateurs, éducateurs et de leur équipe. Aucun aspect du musée ne peut être dissocié des autres. Ils sont étroitement liés et doivent être considérés en relation les uns avec les autres. La deuxième est que les musées englobent une grande diversité d'idées et d'approches qui autorisent un nombre presque infini d'imaginaires possibles. En réfléchissant aux différences entre ces imaginaires ainsi qu'à ce qui les unit, j'en suis venu à considérer le musée d'art, peut-on dire idéal, comme un archipel d'expériences et d'idées, pour reprendre un terme d'Édouard Glissant que j'ai mentionné plus tôt dans la soirée. J'entends par là un musée des beaux-arts qui offrirait des perspectives larges, multidimensionnelles, voire radicales, mais qui ne prétendrait pas être exhaustif ou complet. Ce musée serait un collage composé d'œuvres d'art provenant de nombreux lieux, des époques ou des deux à la fois. Et l'histoire qui révélerait serait contingente et relationnelle. Ce musée est comme l'œuvre du grand artiste américain Jack Whitten, Étopolis pour Édouard Glissant. Une peinture qui fait référence à l'idée de nulle part, c'est-à-dire une étopolis, mais aussi l'envers, partout, à travers son titre. Des milliers de petites tesselles d'acrylique gonflent et se dispersent sur la toile, comme des îles dans un océan, formant des constellations plus ou moins grandes. En refusant d'adhérer à une perspective ou à un point de vue unique et facilement lisible, elle suggère les innombrables possibilités qui existent dans notre façon de voir et d'expérimenter les musées. Plutôt que d'essayer de créer une histoire homogène ou universelle ou linéaire, le musée archéologique reconnaît que la totalité est toujours une forme de montage. Et c'est les archipels ici qui m'attirent. Et que ce sont les lacunes réelles et perçues en matière de connaissances ou d'information, là où les idées du spectateur et de l'institution ne coïncident pas toujours et où les perspectives s'affrontent, qui sont importantes. Ce sont les interstices, les lacunes et les omissions qui comptent. Ces espaces créent une sorte de tension productive qui permet à chacun d'entre nous de découvrir de nouvelles significations et de nouvelles idées lors de notre passage dans le musée. C'est dans ce sens que Homi Bhabha appelle les espaces intermédiaires, ces jonctions entre les galeries et les œuvres d'art, ces souvenirs que nous transportons d'une partie du musée à l'autre, ou encore les lacunes culturelles et les incompréhensions entre institutions et ses publics, que le musée archéologique se distingue du musée encyclopédique ou universel, avec sa prétention à l'autorité et à la clarté.
Malgré ses origines dans la France post-révolutionnaire et malgré toutes ces revendications des idiots des Lumières, je dirais que même le musée du Louvre se comprend mieux aujourd'hui comme un archipel qu'au travers d'une prétention à l'universalité. La configuration de ces galeries est à la fois logique et aléatoire, et ce qui n'est pas présent est aussi important que ce qu'il est. Une troisième remarque est que les musées sont constitués dans son complexe d'idées qui font toujours partie d'un imaginaire. Nous projetons sur le musée nos aspirations et nos croyances, nos désirs et nos besoins, voire nos préjugés. Nous voyons dans le musée les fictions et les récits que nous lui apportons et qui engendrent en nous. Mais ces imaginaires ne sont pas abstraits. Ils sont formés par des frontières réelles et perçues, par ce que Glissant appelle l'épaisseur des continents. C'est ce sentiment d'épaisseur ou de poids qui soit réel, comme les murs d'une galerie ou l'éventail d'objets exposés, ou imaginé, comme les limites de notre pensée ou de nos idées, qui amplifient la résonance du musée. Les musées, dans cette façon de penser, sont des lieux d'énonciation, des sites où les significations sociales, culturelles et artistiques peuvent être contestées, négociées, renégociées et finalement affirmées ou renversées. En tant que lieu d'énonciation, nous pouvons les considérer comme des creusets où se forgent et s'alignent toute une série de questions, qu'il s'agisse de l'identité, de la mémoire collective ou de celle de lieu, mais aussi de préoccupations liées aux aspirations et à l'histoire, au fur et à mesure que des différentes communautés et différents publics réagissent aux récits créés par le musée. Il ne s'agit jamais d'une relation statique, car les communautés et les publics évoluent au fil du temps, tout comme ceux qui organisent les expositions, acquérir les collections et en construisent les présentations. On est tous en évolution. Pour revenir à la question des temporalités avec laquelle nous avons commencé, les musées existent dans une relation dynamique avec ce qui se passe autour d'eux. Ils sont le fruit d'efforts délibérés pour imaginer le monde à travers des objets. Quelques-uns vont très vite, les autres très lentement, et quelquefois on croise des efforts entre les musées. Comme le note Rosalind Krauss, les grandes fictions que le musée imaginaire rend visibles sont, en somme, autant de récits sur l'esprit collectif de la créativité humaine, autant de déclinaisons de l'inventivité mise en évidence par The Family of Man, comme de multiples témoignages de la condition humaine. Ce que cela signifie pour les musées d'art moderne sera le sujet de notre prochaine conférence, où nous examinerons quand et comment ces institutions ont été créées et comment elles pourraient être imaginées au XXIe siècle. Merci beaucoup.